Lara Gervaise, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler d'intelligence artificielle, mais aussi de bien-être au travail et de prévention. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, donc Lara Gervaise, cofondatrice de Virtuosis, qui est une tech qui analyse la voix pour détecter les niveaux de bien-être et donner du feedback sur la communication. Et sinon, plus personnellement, j'ai fait des études à l'EPFL en microtechnique, robotique et data science, à la suite desquelles j'ai continué de la recherche sur le sujet qui deviendra Virtuosis. Puis entre-temps, j'ai fait un petit détour aux États-Unis dans la biotech et aussi dans le secteur financier. Alors, tu fais beaucoup de choses et je sais que tu as été très attirée et très vite par le monde des startups. J'ai envie de savoir pourquoi. Alors, tout ça, ça a commencé quand je suis arrivée en Suisse, à l'EPFL, et avec des amis, on a appris qu'il y avait des burgers gratuits. Et sauf qu'on est arrivé un peu tard, et on nous a dit on donne des burgers que si vous avez une idée de start-up. Et on a vite discuté, trouvé une idée qui était un peu comme un Tinder, mais avec des enregistrements vocaux, pour se retrouver entre musiciens et faire des jam sessions. Et au final, l'organisation a trouvé notre idée bien. Et on s'est inscrit au concours, en fait, parce que les burgers, c'était pour faire de la pub pour le concours qui est Start Lausanne. Okay. Et il me semble qu'on est allé jusqu'en finale. Et c'est ce qui a lancé les choses, même avant d'arriver à l'EPFL, le fait qu'il y ait pas mal de start-up, en fait, pas mal d'innovation à l'EPFL, c'est ce qui m'a attirée là, en partie. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le monde de la start-up ? Le fait de pouvoir travailler sur un projet, d'avoir une vision d'ensemble, que ce soit de se débrouiller, de trouver en fait une solution pour un besoin, idéalement de manière innovative, et de voir en fait tout de suite l'impact, parce que j'ai toujours voulu faire progresser la science. Donc pour ça, c'est plutôt une carrière académique. Sauf que souvent, on est juste un petit élément dans les rouages, où on fait de la recherche qui va parfois pas forcément être publiée, parfois qui va être publiée et rangée dans un tiroir. Et avant de passer des années et des années, éventuellement en fin de carrière, on dirige un laboratoire, on peut choisir les projets dans lesquels on veut aller. Et je pense que c'est naturellement comme ça que je me suis tournée vers les startups. Et puis aussi, il y a l'aspect de rendre quelque chose qui peut avoir un impact et de faire en sorte que ça puisse être un business, que ce soit quelque chose qui puisse être, en anglais on dit sustainable, en français je suppose qu'on dit durable, oui, qui peut être durable et se financer soi-même. Et donc cet aspect aussi m'intéresse, faire quelque chose d'économiquement viable. Et d'avoir un peu de challenge. Oui. Tout à fait. Alors, tu diriges aujourd'hui Virtuosis et tu nous expliqueras ce que c'est. Et peut-être si on le lie avec l'EPFL et qu'est-ce que cette institution met en place pour soutenir les startups, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bon déjà ce premier concours qui était je pense que l'EPFL en faisait partie, comme l'Université de Lausanne, il y a pas mal de programmes, de petites compétitions. À mon époque, il n'y avait pas encore l'Entrepreneur Club, mais aujourd'hui, il y a ça. Il y a beaucoup de choses pour vraiment encourager. Il y a la vice-présidence d'innovation qui encourage vraiment les étudiants à explorer ce domaine. Et ensuite, par exemple, moi, j'ai eu l'opportunité de faire ma thèse en start-up, ce qu'on appelle en start-up, donc où on peut soi-même choisir un sujet, trouver des professeurs pour vraiment travailler sur un sujet dans le domaine de notre intérêt. Et puis ensuite, il y a l'accélérateur Blaze qui supporte aussi avec un petit financement. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour encourager l'entrepreneuriat. Et donc est né Virtuosis. Oui. Tu peux nous en dire plus sur la genèse de ce projet? Oui, alors comme beaucoup de choses, ça n'a pas exactement commencé tel que c'est aujourd'hui. Ok, on va faire ça. Ça a commencé par plutôt un constat où je me suis dit, en ayant fait des études notamment focalisées sur la robotique, qui était ma passion depuis enfant, je me suis dit, ok, on a toutes ces technologies, on peut remplacer tellement de tâches, notamment qui sont un peu ennuyantes pour nous en tant qu'êtres humains, mais ce serait bien aussi d'avoir des technologies
qui nous aident pour ce à quoi on est meilleur, et pas nous aider dans le sens remplacer, mais dans le sens de nous rendre plus performants, de nous sentir mieux en fait. Souvent quand j'étais enfant, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. La première réponse c'était je vais être heureuse. La deuxième, on me demandait ok, c'est quelque chose de plus concret, mais et je pense que c'est quand même un but assez important pour l'humain. Après il y a plein de définitions du bonheur, mais je pense que si on peut utiliser la technologie pour aider à ce qu'on se sente mieux, et aussi à mieux collaborer, à mieux communiquer. Je pense que en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne et que je veux appliquer. Donc tu as voulu répondre en quelque sorte à ce problème et l'idée d'utiliser, d'analyser la voix, ça fait partie justement de ton but de résoudre des problèmes et notamment dans le bien-être? Oui, tout à fait. On va dire pour s'attaquer à ce challenge, au début, je ne me suis pas focalisée sur la voix. On prenait la vidéo, le langage qui est aussi la voix, mais qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que la tonalité de la voix, toute seule, était meilleure, avait une meilleure performance pour analyser tout ce qui est au niveau de la communication. Parce que c'est 38% de la communication, la tonalité de la voix. Si on prend séparément le langage, c'est que 7%. Si on prend séparément les expressions faciales, le langage corporel, les deux ensemble, c'est 55%. Donc, c'est vraiment ce qui performe le mieux et aussi là où la technologie est le plus aboutie. Donc, c'est pour ça que ça s'est dirigé là. Et ensuite, c'est assez drôle dans le sens où des projets au préalable dans lesquels j'ai travaillé, notamment un second, après ce projet pour la musique, un second projet entrepreneurial sur lequel j'ai travaillé, j'étais en charge vraiment de l'aspect voix. Donc c'est assez intéressant de voir comment, au final, un peu les étoiles s'alignent et puis on revient sur des thématiques sur lesquelles on a déjà pu beaucoup progresser. Il y a beaucoup de recherches qui se mènent aujourd'hui ou qui ont été menées au niveau justement de l'analyse de ces vibrations, de ces sons, je ne sais pas comment on peut les appeler. Alors, il y a d'un côté l'analyse pour ce qui est le résultat qu'on veut donner, donc au niveau de comment on se sent, au niveau de la communication. Ça, dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse, on s'appuyait sur plus de 15 ans de recherche. Ensuite, pour ce qui est spécifiquement de la voix, c'est vraiment la technologie qui a été là pour le plus longtemps, en fait. Ça fait des décennies et des décennies qu'on fait de l'analyse du son, du speech processing, comme on dit, le terme français est moins utilisé. Et forcément, ça performe mieux, on peut mieux s'y fier, c'est plus fiable. Tandis que ce qui est de l'analyse du langage, on aboutit seulement très récemment avec l'IA générative, dans les dernières années, où on aboutit à quelque chose avec une fiabilité minimale pour ce qui est de l'image. La vision par ordinateur, computer vision, ça fait quelques années, mais ça reste quand même assez récent qu'on ait des bons résultats. Et puis surtout, ça demande beaucoup de ressources. Analyser des vidéos, des images, c'est très gourmand en ressources computationnelles. Alors, comment ça marche, Virtuosise? Alors, aujourd'hui, c'est intégré dans Microsoft Teams. Après que Microsoft nous ait fait cette demande avant qu'ils deviennent leader sur le marché des visioconférences. Donc Microsoft nous a demandé si on pouvait l'intégrer sur Microsoft Teams, ce qu'on a fait. Et donc c'est là où c'est principalement utilisé, même si ça peut s'intégrer, on a déjà intégré dans d'autres plateformes et d'autres moyens de communication. Et donc pendant les réunions, ça va analyser la tonalité de la voix de chaque personne individuellement. Donc s'il y a quelqu'un qui ne veut pas être analysé, libre à lui ou à elle. Et ensuite, après le meeting, en analysant plus de 400 paramètres dans la voix, ça va permettre de donner le feedback sur la communication, que ce soit le rythme de parole, la confiance en soi qu'on projette, la positivité, pas mal d'autres choses. Et d'un point de vue bien-être, ça va donner du feedback sur comment on se sent, si on projette un niveau de bonheur plus ou moins élevé, si on est plutôt en colère, si on est stressé, anxieux, et notamment dans le but de détecter les risques de burn-out. Si je comprends bien, on analyse vraiment la voix, mais on n'enregistre pas les mots ou les dires on ne fait pas le transcript. Donc, nous, on prend l'audio. Ensuite, on extrait tout ce qui est ce qu'on appelle prosodie. Donc, les pauses qu'on fait, le pitch, ce genre de choses. Et on extrait aussi tout le spectre de fréquences.
Et puis ensuite, l'audio, bon, on le supprime, on n'analyse pas du tout les mots. Et c'est ça qui va être fourni au modèle et qui va être analysé par l'IA. Donc chaque utilisateur peut, donc, dans chaque réunion, utiliser Virtuosize et progresser aussi en fonction des recommandations et des retours que vous faites? Tout à fait. Donc ce qui est important, c'est de, quand on l'utilise, on va dire plusieurs fois, ou le plus souvent possible, on peut vraiment traquer son évolution. Et c'est ce que je fais personnellement. Et ça marche. J'espère. Et on peut, sur la communication, souvent c'est là où on voit les résultats en premier. Donc on peut vraiment voir, ok, j'essaie de faire un peu différemment, est-ce que ça va impacter ou pas. Et ensuite, sur du plus long terme, on peut voir le bien-être. Et quand on fait des petits changements, on peut voir si ça va s'améliorer. Nous, on donne des conseils. Mais après, idéalement, on travaille avec des partenaires qui, eux, peuvent soit faire du coaching, soit s'appuient vraiment sur des sciences comportementales pour pouvoir vraiment donner un changement. Avec les entreprises, par exemple, on intègre les ressources, les programmes qu'ils ont déjà à disposition pour les employés afin de vraiment faire quelque chose d'efficace. Parce que sinon, quand on donne des conseils, le plus efficace, généralement, c'est bien dormir, bien manger, faire du sport, prendre le soleil. Mais juste dire ça à quelqu'un, généralement, parfois ça peut... Certaines personnes, en voyant l'effet que ça avait de dormir un peu plus, de bien manger, en voyant l'effet sur son bien-être, certaines personnes, ça va provoquer un changement. Mais ça reste une minorité. Donc on préfère vraiment des choses plus précises, où les personnes vont vraiment agir, passer à l'action pour faire un changement bénéfique. Quel impact ça a dans les entreprises? Quel est un petit peu le retour sur investissement, si on peut utiliser ce mot-là, d'utiliser Virtuosize? Alors, en entreprise, il y a deux impacts. C'est-à-dire que d'un point de vue utilisateur, ou surtout pour les métiers qui sont vraiment face client, il y a l'impact côté amélioration de la communication, forcément, qui est un peu moins mesurable à part dans les ventes, voilà, on l'a un peu mesuré directement. Mais sur l'aspect bien-être, prévention du burn-out, ça agit notamment sur 5 piliers. Donc il y a le plus gros, c'est l'absentéisme. Donc voilà, on va s'absenter moins de jours, ça va augmenter la productivité de l'entreprise. L'absentéisme, quand il dure longtemps, est souvent lié à des arrêts maladie qui coûtent à l'assurance, mais au bout d'un certain temps, ça coûte aussi à l'entreprise. Ensuite, il y a le taux de rotation du personnel. Et souvent, dans les entreprises qui viennent nous voir, on a eu pas mal d'entreprises qui ont eu pas mal de départs pour cause de burn-out et qui nous disent « Ok, ça nous coûte et puis on a du mal à trouver des personnes pour remplacer, donc on a besoin de trouver une solution pour aider à mieux gérer ça. » Et ensuite, il y a aussi le présentéisme. Donc ça, c'est quand quelqu'un a un mal-être, vient quand même au travail, mais n'est pas productif. Et donc via ces différents piliers, il y a aussi les conflits, forcément. Qui se ressentent vraiment dans les réunions. C'est ça se ressent, ça peut causer des départs, mais ça aussi, quand on est en conflit, généralement, on ne communique pas très bien et ce n'est pas très efficace, et au-delà de l'impact personnel. Donc, via ces 5 piliers, pour l'entreprise, ça fait un retour sur investissement qui est mesurable. Sur du long terme, il faut voir. Sur au moins une demi-année, oui. Je pensais dans ces analyses, justement, on peut dire du paralangage. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a vous êtes présent dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a des différences, justement, culturelles? Est-ce qu'il y a des subtilités que vos algorithmes peuvent gérer, ou finalement, il n'y en a pas, et puis la voix transcrit toujours la même chose de partout dans le monde entier? Bon, c'est assez évident, comme on le sait tous, il y a des différences culturelles, au-delà des différences entre les langues. Et ça se ressent beaucoup au niveau de la prosodie, des pauses qu'on fait, on parle plus ou moins vite, certains vont parler avec un pitch un peu différent, on va parler avec plus fort, un volume plus fort. Et ça, c'est assez observable, notamment avec les hispanophones, entre l'Amérique latine et l'Espagne. Et donc ça va avoir un impact forcément sur la communication. Par exemple, rien que sur la confiance en soi aussi, on voit une différence entre hommes et femmes, et c'est assez difficile de comparer les deux, parce qu'un grand marqueur, c'est le pitch, et forcément, il est différent entre les hommes et les femmes. Donc au niveau de la communication, ça va impacter. Après, le plus important, c'est vraiment de se comparer par rapport à soi-même, de voir comment on évolue. Par contre, d'un point de vue bien-être, du fait qu'on analyse aussi tout ce spectre de fréquences, au final, ça va juste être 3 à 4 paramètres qui changent sur plus de 400, et ça va pas changer les résultats. En tout cas, on a testé sur des datasets vraiment de différentes démographies, de l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe et autres.
Et on a pu s'assurer que voilà, le modèle, il a vu toutes ces données et il va être capable de juger de la manière la moins biaisée possible des personnes de ces différentes démographies. Tu parles de dataset. Est-ce qu'il y avait beaucoup de données qui étaient déjà disponibles pour... Non, quand j'ai commencé, il y avait j'ai passé quand même près de 2 ans à me préoccuper de trouver les données. J'ai pu m'appuyer justement sur des données liées à l'EPFL, qui appartiennent au laboratoire au départ. Et puis ensuite, j'ai récolté moi-même des données, que ce soit en organisant des sessions avec des étudiants, avec des entreprises. Et puis de fil en aiguille, en faisant des partenariats aussi, en allant voir dans d'autres institutions de recherche, on a construit une base de données qui est assez importante et qu'on continue d'enrichir aussi. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir un algorithme qui performe bien parce que au bout d'un moment, le modèle a une certaine performance. Et à part la recherche fondamentale qui est faite en laboratoire, le seul moyen d'améliorer, c'est le plus on a de données de bonne qualité et qui représentent une démographie suffisamment large. C'est ça qui permet d'améliorer. Quelles sont les technologies derrière Virtuosise? C'est la technologie, que je pense à speech processing, la technologie d'analyse du son, d'analyse de la voix. Et donc, c'est des réseaux de neurones, d'intelligence artificielle, qu'on peut appeler de deep learning, auquel on donne toutes les données, donc la prosodie de la voix, le spectre de fréquence, et qui, basé sur l'entraînement qu'on lui a fait subir sur notre dataset, est capable de faire des prédictions sur les différents niveaux de bien-être et sur la communication. Vous êtes, vous êtes sur de l'open source ou vous êtes propriétaire de votre modèle? Propriétaire, oui. L'open source, j'aime beaucoup l'open source, mais ça a ses challenges. Et puis, comme je mentionnais, quand on veut faire quelque chose qui est viable économiquement, et si on veut pas, surtout si on veut pas que quelqu'un utilise ce genre de modèle à des fins pas à bon escient, il vaut mieux le garder fermé, du moins dans un premier temps. Justement, ça m'emmène à la protection des données. Quelle est votre approche et où vont ces données finalement et à qui elles servent? Alors, il y a les données individuelles qui vont à l'utilisateur soi-même, qui peut décider à tout moment s'il veut l'utiliser, s'il ne veut pas l'utiliser. Lorsque c'est dans l'entreprise, l'employeur n'est pas au courant si on décide ou non de l'utiliser. L'employeur ne reçoit pas les données individuelles. Donc vraiment, chaque individu est propriétaire de ces données, seul lui a accès. Et après, dans l'entreprise, on donne des données agrégées en ayant différents mécanismes pour s'assurer qu'on ne puisse pas retracer les données individuelles. Dernièrement, il y a eu beaucoup d'actualités autour de l'IA, notamment. Quels ont été les impacts pour toi dans ton entreprise? Est-ce que ça a accéléré certaines choses? Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Alors, on a vraiment eu l'effet positif d'accélérateur, dans le sens où, au début, on avait un peu de friction, notamment avec les départements qui ne sont pas trop exposés à l'IA, notamment le département des ressources humaines avec qui on travaille beaucoup. Et on nous disait « Ah, mais c'est vraiment possible ça, c'est de la magie !» Et depuis que chaque personne qui a eu l'occasion de pouvoir utiliser ChatGPT, par exemple, aujourd'hui se dit « Ah oui, c'est génial, je vais l'essayer !» Et donc ça a vraiment ouvert l'esprit des gens à ces technologies. Aussi, beaucoup de personnes se sont intéressées au domaine, ont compris comment ça marche. Et quand on comprend mieux comment ça marche, généralement, on en a moins peur parce qu'on sait qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, comment ça marche. Et donc, dans ce sens-là, ça a eu un impact très positif. Ensuite, comme nous, on ne s'attaque pas au langage, ça n'a pas fait en sorte qu'il y ait plus de compétition parce que tout le monde est resté focalisé sur l'aspect langage avec lequel on peut faire tellement de choses. Donc heureusement qu'il y a plein de personnes qui s'intéressent à ça. Mais nous, on est resté vraiment focalisé sur ce qu'on sait faire et sur vraiment l'analyse de la voix qui comporte aussi moins de biais que lorsqu'on s'attaque au langage où il y a encore davantage de challenge. Alors toi qui as plein de données justement sur la santé finalement des travailleurs et des travailleuses, quel est un peu l'état des lieux, en quelque sorte, et est-ce que de manière générale, nous allons bien?
Alors, c'est mitigé, ça dépend des industries. Ça dépend de l'âge, des industries, ça dépend de beaucoup de choses. Nous, on a vu que globalement, après le Covid, ça s'est pas mal aggravé. Après, il y a aussi la question de... on sait seulement les choses qu'on mesure. Et avant, on mesurait beaucoup moins. Et aussi, c'était moins pris au sérieux. La plupart des études aujourd'hui sont faites sur des questionnaires. Et aussi, les personnes prenant ça moins au sérieux, on avait tendance à dire « Ok, oui, je vais bien dans mon questionnaire ». Donc, c'est une question de savoir est-ce que vraiment on va moins bien ou est-ce que c'est parce qu'il y a une prise de conscience, on se dit « Ok, je ne suis pas à mon maximum de bien-être, donc je ne vais pas dire que tout va bien ». C'est une question à se poser. Après, une chose dont je suis convaincue, et qu'on voit notamment dans les générations, surtout même plus jeunes que la mienne, c'est l'impact des réseaux sociaux, du fait qu'on est plus isolé, qu'on a moins d'interactions sociales. Et c'est connu d'être une chose très importante pour la santé mentale, mais aussi physique, parce que les deux sont liés, d'avoir des interactions sociales. Et avec ces réseaux sociaux, on a pu voir quand même une baisse en général de la santé mentale et une aggravation des soucis vraiment au niveau psychiatrique. Et je pense que ça, c'est important de prendre des mesures pour contrecarrer ça. Des mesures scientifiques presque. Aussi. Quelles sont, selon toi, les applications qui pourraient être intéressantes autour justement de cette technologie d'analyse du paralangage? Je pensais, quand tu parlais tout à l'heure, par exemple, aux chanteurs et chanteuses. Est-ce que c'est des choses qui pourraient leur être utiles, de cette analyse? Oui, alors c'est pas forcément un domaine où je me suis beaucoup renseignée, mais je me demande d'ailleurs si des outils n'existent pas déjà, mais j'imagine bien qu'en analysant la voix, on peut... je pense qu'il doit y avoir des outils qui existent. On doit pouvoir avoir un feedback sur comment on chante, au-delà de chanter faux. Pas faux, mais j'imagine qu'on peut avoir un feedback. Après, nous, on a déjà été contactés pour pas mal... à chaque fois qu'on rencontre des personnes... on nous dit « Ah oui, vous pourriez l'utiliser pour ça, pour ça, pour ça, pour ça ». Et à chaque fois, c'est super intéressant. Et dernièrement, on se focalise pas mal sur l'entrée dans le domaine médical pour, au-delà du trouble de l'anxiété, du stress, du risque de burn-out, donc le stress et burn-out n'étant pas clinique, on s'intéresse au risque de dépression et au syndrome post-traumatique et à d'autres pathologies dans le domaine médical, dans la santé mentale, mais pas que, et de pouvoir utiliser notre technologie comme outil de diagnostic afin que les personnes puissent être diagnostiquées, mais même sans que ce soit vraiment un diagnostic, qu'on puisse détecter les signes le plus tôt possible afin de pouvoir juste corriger la trajectoire plutôt que d'avoir besoin d'une intervention lourde, que ce soit une intervention médicamenteuse ou via des professionnels de la santé. Est-ce que ça se traduit aussi par le fait qu'on l'installe sur son téléphone, par exemple, parce qu'il faut bien pouvoir analyser quotidiennement la voix pas du patient, mais de l'individu? Est-ce que ça, ce serait une voie de se brancher sur des appareils existants comme le téléphone? Alors, c'est une possibilité qu'on étudie depuis longtemps. La seule chose dont on a vraiment peur, c'est que si c'est facilement disponible sur le téléphone, on peut vraiment enregistrer n'importe qui son escient. Et ça, on veut limiter. Il y a toujours un moyen de le faire, mais en rendant moins facilement accessible, ça limite quand même les usages. Par exemple, quand c'est dans Microsoft Teams, dans le Microsoft Teams professionnel, au final, ça c'est pas nous, mais via Microsoft, les entreprises ont accès, la personne s'est connectée dans le meeting Teams à tel moment, donc on va pas se mettre à déclencher un meeting Teams à n'importe quel moment. Mais si on le met dans le téléphone, c'est plus facile de juste cliquer sur le bouton, de lancer un appel ou de se connecter sur une application qu'on développerait et d'enregistrer comme ça. Donc on réfléchit comment on pourrait mettre en place la technologie en évitant que ce soit utilisé à mauvais escient. Mais on a eu beaucoup de demandes pour ça. Après, aujourd'hui, on travaille quand même sur des intégrations au-delà de Microsoft Teams, donc que ce soit dans des appels, dans des travailleurs qu'on appelle frontline workers, donc des travailleurs qui ne sont pas des personnes qui travaillent au bureau derrière l'ordinateur, mais qui travaillent vraiment sur le terrain. Et donc là, via tout ce qui est moyen de communication, on est en train de travailler sur des intégrations aussi dans la télémédecine, où on est en train activement de faire des intégrations. Et ça, c'est d'autres moyens vraiment de capturer la voix et de pouvoir donner du feedback là-dessus.
Est-ce qu'il y a une avancée technologique qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps? Alors, ces derniers temps, ça multiplie de plus en plus vite, les avancées technologiques. Au-delà de l'IA qui va ne cesser de progresser, je suis pas mal intéressée, je me suis toujours beaucoup intéressée à tout ce qui est quantique. Puis aujourd'hui, on a l'informatique quantique aussi qui se développe. Et ça fait un peu peur parce qu'on va pouvoir plus facilement pirater. Au niveau cybersécurité, c'est un risque supplémentaire, mais après, c'est toujours un peu une course où il y a la menace qui avance. Et puis, on va dire, les gens qui sont du bon côté de la cybersécurité essayent de rattraper tout le temps, par exemple avec les deepfakes. Mais je pense aussi que l'informatique quantique, ça peut être aussi une réponse à la loi de Moore qui a commencé à stagner. Parce que voilà, l'IA c'est génial, mais ça se base toujours sur du hardware, sur quelque chose de solide, des semi-conducteurs. Et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir commencé mes études donc en microtechnique sur cette partie plus nanotechnologie, semi-conducteurs, de pouvoir avoir une compréhension et pouvoir travailler dans ce domaine si ça m'intéresse plus tard. De développer de meilleurs semi-conducteurs, mais en réponse à cette croissance de la puissance qu'on peut donner via des semi-conducteurs qui stagnent, peut-être que l'informatique quantique pourra débloquer ça pour qu'on puisse faire des IA encore plus fortes. Et puis, bon, après, la quantique a d'autres implications aussi qui me fascinent, tout ce qui est intrigation, etc., sans parler de l'informatique. J'ai entendu que la robotique te passionne aussi. Qu'est-ce que tu penses des robots humanoïdes comme ceux qu'on nous proposerait en tant qu'accompagnants? Je pense que ça peut être utile dans le sens où ça donne vraiment une forme physique à l'IA, ce qui peut rassurer parce que c'est quelque chose qu'on connaît à l'humain, mais après, ça peut faire peur. Dans le sens, c'est un sujet que j'avais un peu étudié, ce qu'on appelle l'uncanny. Il n'y a pas vraiment de traduction exacte en français, mais ça pourrait être l'étrange. Et donc, plus on essaye de faire en sorte, notamment dans une simulation, dans un jeu vidéo, que l'avatar soit comme un humain, le plus proche il est, mais sans l'être exactement, le plus naturellement on va trouver ça bizarre et on va avoir une répulsion pour ça. Donc par exemple, les humanoïdes, ça rassure pas mal lorsqu'ils ont, on voit que c'est un robot, mais ça ressemble un peu à une forme d'humain qu'on connaît. Mais si on commence à mettre, par exemple, juste en mettant du silicone au-dessus pour vraiment que ça ait l'air d'un humain, ça peut entraîner une répulsion. Après, d'un autre côté, j'ai aussi cette idée qu'on se connaît bien les humains et on essaye vraiment de se dire, ok, est-ce que l'IA générale, ça va exister ou pas? Ok, qu'est-ce que c'est l'IA générale? Et pour plein de personnes, c'est une IA qui serait comme nous, l'humain. En fait, l'IA, ça fonctionne vraiment différemment d'un humain. C'est bien meilleur en calcul, en mémoire que nous. Bon, la mémoire, c'est pas vraiment l'IA, mais c'est bien meilleur que nous pour ces tâches-là. Ça fonctionne juste différemment. Donc, je pense que ça va être, et c'est déjà aujourd'hui, meilleur que nous sur pas mal de sujets. Après, j'ose penser qu'il y a quand même tout ce qui relève de l'interaction où c'est difficile de mimiquer. Et même si on mimique, parce qu'on peut analyser les émotions, etc., ce sera toujours différent. Et donc, je pense que, on va avoir du point de vue conceptuel, des IA qui vont s'apparenter au cerveau humain. Mais après, on peut aussi avoir des IA physiquement qui ressemblent à des humanoïdes. Mais toujours, je pense qu'il faut que ça reste pour faire des tâches spécifiques, par exemple le ménage ou juste aider un peu une personne âgée, mais pas forcément essayer de remplacer l'humain. Par exemple, j'ai vu aussi dans des usines, pour aider les travailleurs avec des tâches, ils sont en train de... Il y a justement cette boîte dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui travaille notamment avec OpenAI pour faire des humanoïdes. Oui, c'est Tesla, non? Qui travaille avec... Alors, il y a Tesla, mais il y a une boîte vraiment Figure. Voilà. Ah, Figure. Ah oui. Ouais. Et eux, ils font des humanoïdes, et le but, c'est vraiment que ça soit utilisé, par exemple, dans un entrepôt Amazon pour faire les tâches que fait un humain. Mais au final, on n'a pas besoin de s'imposer les contraintes mécaniques du corps humain. On peut faire une machine qui est plus habilitée, pour moi. Donc, c'est plus ou moins ça,
mes pensées sur le sujet. Ce parallèle me fait penser à l'avion finalement et l'oiseau, quand l'humain a essayé de reproduire l'oiseau pour voler, puis finalement on a fait un avion qui n'est pas un oiseau. Oui. Bref. Tout à fait, c'est un très bon exemple. Ouais. Quelles sont un petit peu les prochaines étapes pour Virtuosise et comment tu imagines un petit peu tes prochaines années, on pourrait dire, ou le futur? Alors, il y a deux aspects. Il y a le point de vue médical que j'ai déjà mentionné, sur lequel on travaille. On travaille déjà, mais c'est un long chemin. On a déjà lancé des partenariats pour justement les essais cliniques. Voilà, c'est une trajectoire un peu plus longue, plus courte que ce que j'imaginais, mais c'est quand même compliqué, avec encore beaucoup d'inconnus. Et ensuite, d'un autre côté, pour vraiment l'application qui est plus pratique, notamment dans le domaine tous les jours du travail, je pense qu'on va essayer quand même de développer cette partie qui se base sur les sciences comportementales pour induire un changement. Même si on aime bien travailler avec des partenaires, au fur et à mesure que je me suis intéressée justement à ce sujet qui est plus une science humaine, depuis le début que j'ai commencé à faire de la recherche dessus, je me suis aperçue que en fait, chacun a sa méthodologie, il y a plein de méthodologies différentes. Et au début, par exemple, pour la définition de OK, qu'est-ce que c'est bonheur, qu'est-ce que c'est colère, ça a été un peu un labyrinthe à naviguer parce qu'il y a plein de définitions différentes selon des professeurs. Donc, c'est essayer de trouver là où il y a le plus de consensus, là où il y a le plus d'études qui valident que ce soit ces définitions, ces méthodologies. Et pour ce qui est de donner des conseils, induire un changement, j'aimerais bien qu'on ait la même approche. Et donc, sans forcément se baser sur des partenaires qui ont chacun une école, une méthodologie, essayer d'avoir quelque chose qui est vraiment le plus scientifique possible, directement intégré dans Virtuosise avec la gamification pour induire un changement. Et puis à titre personnel, c'est aussi un domaine qui me fascine, tout ce qui est sciences comportementales. Un domaine de plus. Est-ce que tu aurais quelques recommandations à nous partager, une chaîne YouTube ou un livre qui t'a particulièrement marqué et qu'on devrait vraiment lire? Alors, je regarde beaucoup de chaînes YouTube et j'ai beaucoup. Donc j'écoute beaucoup de podcasts. Donc choisir une seule chose, c'est assez difficile. C'est-à-dire que il y a d'un point de vue ce que je trouve très intéressant, et je pense que tout le monde devrait s'intéresser à ça, c'est sa santé. Et donc, par rapport à ça, il y a le podcast du Dr Huberman qui est très populaire. Ensuite, il y a un tas de chaînes YouTube. Et pour ce qui est des livres, un livre général que j'aime beaucoup, c'est Sapiens. Oui. Je prononce toujours mal son nom. Yuval Harari. Voilà, on mettra son nom dans la description YouTube. Et sinon, des livres ou des documentaires qui m'intéressent beaucoup, ce sont des livres qui racontent l'histoire de quelqu'un ou d'une société. Et pas forcément des succès, parce que souvent ça s'est présenté de la bonne manière, mais plutôt que ce soit des échecs ou des scandales même. Donc par exemple, le livre que je lis en ce moment s'appelle, je crois que ça s'appelle $1 Billion Whale, qui raconte en fait le scandale du fonds 1MBD, donc qui était une fraude de plus d'1 milliard. Et ça permet vraiment un peu de découvrir comment le monde fonctionne et quoi éviter et de plus facilement sentir, OK, quand il y a quelque chose qui sonne pas très juste, vaut mieux que je reste loin de ça. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas autrement, à moins d'avoir l'expérience soi-même, de faire des erreurs. Des réels témoignayer c'est ça, des réels témoignages. Et puis, surtout sur l'aspect plus business, plus travailler avec des entreprises. J'ai beaucoup appris sur les dynamiques derrière des entreprises, ou les dynamiques des humains, les dynamiques de l'argent. Par exemple, quand on lève de l'argent en tant que start-up, pour nous, c'est important de s'assurer d'où vient cet argent. Donc, c'est des choses qu'on n'apprend pas autre part que dans ces ouvrages, par exemple, pour dénoncer des scandales.
Les lanceurs d'alerte, je crois aussi. Et Lara, merci infiniment. Merci à toi, Delphine. Et je te souhaite une excellente journée et tout de bon pour Virtuosise. Merci, c'est un plaisir.